Caroline, je te laisse le micro et avec Madame X. Parfait. Est-ce que vous avez eu connaissance de certaines personnes qui marquent dans leur chose TS, psychoéducatrices ou criminologues qui ne le sont pas? Oui. Au centre jeunesse, tout le monde est nommé intervenant. Alors, que nous n'avons pas tous la même formation, les mêmes diplômes, c'est facile de se présenter comme étant un professionnel. Sur notre carte, c'est tout marqué la même chose, sans aucun titre précis. Parfait. Pour ce qui est des supervisions, est-ce que vous avez remarqué une tendance qui est comme tout le temps automatique? Parce que moi, dans mes clients que je vois, on dirait que c'est systématique. Oui. Dans la majeure partie des dossiers, on va demander une supervision. Souvent, les motifs de la supervision ne sont pas clairs. Moi, j'ai vécu des supervisions où on se dit qu'est-ce qu'on fait là? Le contact est adéquat. On ne perçoit aucun risque pour la sécurité de l'enfant. Lorsqu'on pose des questions, on nous dit mais si le parent peut aller jusqu'à l'enlèvement de l'enfant, non. C'est pas ce qu'on vit, nous. On oblige des parents à avoir des contacts dans un centre jeunesse alors que leur domicile serait adéquat pour recevoir leurs enfants ou serait à portée de main tout le matériel nécessaire. Mais non, on leur demande d'aller faire un contact avec un nouveau-né dans une salle de conférence où il n'y a même pas une chaise berçante, où il n'y a pas un micro-ondes pour chauffer leur pas, où il n'y a pas de chauffe-biberon. On demande à ce parent-là d'être super performant, alors que on ne lui offre pas le quart de ce qu'il pourrait avoir chez lui. Puis nous, on est autorisé à déplacer les enfants. Partir du point A au point B, que ce soit en direction du centre jeunesse ou du domicile du parent, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Mais en frais de contact, on peut observer un contact qui est beaucoup plus de qualité lorsqu'on va à domicile que lorsqu'on est dans un bureau du centre jeunesse. Est-ce qu'il y a beaucoup de salles qui sont adaptées aux enfants ou c'est plus souvent qu'autrement des salles de conférence? Honnêtement, nous manquons de beaucoup de salles pour accueillir des familles. La majeure partie du temps, dans le bâtiment, il va y avoir beaucoup plus de salles de conférence que de salles adaptées. Il y a des édifices qui ne comportent qu'une salle de supervision. Les autres ne sont que des salles de rencontre qui n'ont pas le matériel nécessaire. Tu sais, dans des centres jeunesse, il n'est pas rare de voir que la chaise berçante que le parent a à sa disposition soit une chaise berçante en bois pliable des années 70. On lui demande d'offrir une qualité alors qu'il n'y a rien de mis en place pour offrir cette qualité-là. Tu sais, c'est pas vrai qu'un parent peut se déplacer avec le parc, le tapis d'éveil, la chaise berceuse, le matériel pour chauffer la nourriture, les jouets de stimulation. Il y a une limite à ce que un parent peut fournir. Mais par contre, ce parent-là a déjà son matériel chez lui et on lui refuse l'accès à son domicile en prétextant que l'enfant pourrait s'attacher au milieu du parent, pourrait voir le milieu du parent comme étant son chez lui et qu'on ne veut pas créer cette attente-là chez l'enfant parce que son chez lui, c'est la famille d'accueil. Souvent dans les dossiers, on dit que les superviseurs de contact font du modeling auprès des parents. Est-ce que tu as été témoin de ça? Parce que moi, on me dit que les parents me disent qu'ils n'en ont pas de modeling.
Les superviseurs de contact sont là pour assurer la sécurité de l'enfant. Ce n'est pas le rôle du superviseur de contact de donner du modeling aux parents. Ce n'est pas le rôle du superviseur de contact de discuter avec le parent. Le superviseur de contact n'a droit de réagir que si la santé et la sécurité de l'enfant est compromise. Alors, le parent qui ne sait pas changer une couche, ben, c'est pas la tâche du superviseur de contact de lui montrer. C'est le rôle de l'intervenante. Malheureusement, on constate très bien que très peu d'intervenantes vont assumer les rencontres. Normalement, une intervenante devrait assister à un contact sur 4 environ. C'est loin de la réalité. Je peux compter sur les doigts d'une main les intervenantes qui le font. Je peux compter sur les doigts d'une main les intervenantes qui sont capables de nous répondre immédiatement, live, quand une superviseure appelle parce qu'il y a une problématique. On nous réfère à la garde, on nous dit de mettre fin au contact. Mais le parent n'est pas guidé dans sa démarche pour apprendre comment sécuriser l'enfant, comment donner des soins adéquats. Pour certains intervenants, ça devrait être des connaissances innées, alors que c'est pas le cas. Pendant les contacts supervisés, est-ce que c'est toujours le même superviseur qui est là? Est-ce qu'il y a une stabilité? Non, il n'y a pas de stabilité. Je vous dirais qu'en ce moment, nous avons plus d'une centaine de dossiers de supervision et que je vous dirais qu'à peu près 15% par semaine ne sont pas comblés parce que l'effectif est manquant, parce qu'il y a des conflits dans les communications d'horaire, pour X autres raisons. Les superviseurs, ce qui les était présenté, c'était un travail d'équipe avec les intervenants. La réalité, c'est pas ça. Il n'y en a pas de communication. On nous appelle très peu pour savoir ce qu'on vit, nous, comme intervenants de plancher. C'est nous qui recueillons les mots des parents, les mots des enfants, les émotions. Mais au centre jeunesse, un parent n'a pas le droit de vivre des émotions avec son enfant. Un parent n'a pas le droit d'avoir de la peine. Un enfant qui pleure au départ, c'est parce qu'il n'est pas bien avec son parent. Ça peut pas être parce qu'il voudrait passer plus de temps avec son parent. Puis ces choses-là, ben, le superviseur ne doit pas en tenir compte. Le superviseur va écrire l'enfant pleure. Point. Parfait. J'ai souvent entendu dire par des parents que les superviseurs étaient sur leur cellulaire, qui n'écrivaient pas ce que l'enfant verbalisait. Est-ce que tu as eu conscience de ça? Oui. Je sais que pour certains, pour avoir vu des collègues, oui, ça se produit. Certaines personnes ne voient pas l'importance de détailler. Certains intervenants ne veulent pas non plus que leur rapport soit détaillé. Souvent, une intervenante qui va mettre beaucoup de détails, on va lui dire, ben, on va te faire rencontrer quelqu'un qui va t'aider à sauver du temps dans ta rédaction de mandat pour pas que ça te prenne trop de temps. Mais le temps, ce sont des détails qu'on met. Fait que, si on a 15 minutes pour rédiger un rapport d'une rencontre de 3 heures, c'est sûr qu'elle va être moins détaillée que si on prend 45 minutes pour le faire. Si pendant une supervision, un enfant verbalise un crime qui a été commis contre lui, on vous dit, si j'étais une citoyenne ordinaire, sans lien avec le DPJ, qui entendrait un enfant verbaliser avoir commis ou ayant subi un crime, mon devoir est d'appeler l'urgence sociale
pour faire une plainte officielle. En étant une employée du centre jeunesse, lorsque j'entends ce genre de verbalisation, parce que oui, on en entend, mon devoir est de contacter l'intervenante. À partir de ce moment-là, plus rien ne m'appartient. Je n'ai pas le pouvoir de savoir si la plainte a été retenue ou non. Mais par expérience personnelle, j'ai dû faire une plainte contre une famille d'accueil et la personne qui a pris ma plainte m'a dit, ben, c'est pas à toi de le faire, ça. C'est la job de l'intervenante au dossier. Il n'y en a pas tout le temps d'intervenante au dossier. Fait que si personne ne prend à cœur de faire ce genre de témoignage-là, ça ne sera pas la bonne personne. Quand on le fait, quand nos chefs apprennent qu'on le fait, on se fait réprimander parce qu'on n'a pas suivi la hiérarchie, la direction de la jeunesse, qui est de se référer à l'intervenante directement de l'enfant, qui, elle, va se référer à sa spécialiste en activité clinique, qui va se référer à la chef de service, qui va se référer à la réviseur. Il y a bien des papiers qui se perdent en cours de route. C'est malheureux, mais c'est réel. Est-ce que vous avez déjà eu conscience d'un enfant qui vous a verbalisé une situation grave, abus ou violence physique dans sa famille d'accueil, qui est retourné dans sa famille d'accueil sans qu'il y ait rien qui ait été fait? Oui, la réponse qu'on nous donne, suite à ce dévoilement qu'on fait, on nous dit, ben, la plainte a peut-être été retenue ou peut-être pas. Alors, souvent, l'enfant est laissé dans son milieu. On manque malheureusement de famille d'accueil. C'est un fait qui est réel. Mais souvent, les enfants qui vivent ces choses-là vont vivre plus malheureux que ce qui était dans leur milieu d'origine. Tu sais, c'est pas tous des abus sexuels là, qu'on a là, dans nos mandats d'origine. Mais déplacer un enfant pour une négligence, puis le placer dans un milieu d'accueil où il va vivre de l'abus sexuel, d'après moi, il y a quelqu'un qui n'a pas pris les bonnes décisions là, dans le cheminement. Puis le fait de ne pas croire un enfant qui verbalise ces choses-là, pour moi, c'est inconcevable. C'est pas vrai qu'un enfant de 3, 4 ou 5 ans peut nommer des gestes à caractère sexuel de façon précise, à moins qu'il ne les ait vus ou vécus. Un enfant peut nommer les organes génitaux. Il n'est pas supposé savoir des détails précis que peut faire cet organe-là. Puis, tu sais, pour nous, c'est atroce parce qu'on sent tellement l'impuissance qu'on a à protéger ces enfants-là. Moi, personnellement, j'ai déjà pleuré là, à maintes reprises dans ma voiture parce qu'il fallait que j'aille reporter un enfant dans un milieu, puis que l'enfant venait de me verbaliser qu'il subissait des souffrances physiques. Mais on retourne cet enfant-là dans ce milieu parce que l'enfant est menteur. Parce que l'enfant veut de l'attention. On est capable de visualiser des marques sur le corps de l'enfant. C'est pas pris en compte. Ah, l'enfant se mutile. Ben, si l'enfant se mutile, il y a des raisons. Alors, non, il y a plein de choses qui sont inacceptables que les gens ne veulent pas entendre non plus. Effectivement. Oui, effectivement. Est-ce que tu as déjà eu conscience d'un enfant qui avait verbalisé quelque chose, puis que la DPJ ne l'avait pas emmené à un enquêteur de police? Parce que j'ai entendu par un enquêteur de la SQ que même si nous, on fait une plainte, si la DPJ décide de ne pas emmener l'enfant, la plainte tombe. Est-ce que tu as eu... Oui, la DPJ a plus de pouvoir que le système de police. Si on va faire une plainte aux policiers, ils sont en obligation d'agir, la DPJ va faire de l'événement et va juger si c'est préférable de porter plainte ou non.
On dirait parfois que la DPJ ne fait pas partie de notre système de justice. C'est un monde à part, qui sont au-dessus de certaines lois même. Parce que c'est pas vrai qu'un jeune qui vit des abus sexuels doit rester dans son milieu de vie. Peu importe où il vit, que ce soit chez lui, en famille d'accueil, en centre de réadaptation. C'est des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. Et les gens qui sont là pour le protéger, parfois deviennent eux-mêmes je cherche le mot, les abuseurs de ces enfants-là. Dans certains dossiers, on entend les enfants verbaliser. Regarde, moi, dans ce milieu de vie-là, je dois faire beaucoup plus que les enfants officiels de la famille. Tu sais, les enfants, pour moi, devraient être tous sur le même pied d'égalité, qu'ils soient légitimes ou non. Si j'ouvre ma maison à recevoir un enfant, je le prends comme étant mon propre enfant. Mais c'est pas tout le temps ça, malheureusement, que les enfants vivent. Et les enfants ne sont pas toujours écoutés dans leurs propos, dans leurs demandes. Un enfant qui demande à voir moins souvent un parent parce que la durée de la rencontre est trop longue, l'enfant ne se sent pas bien, on ne changera rien au mandat parce que c'est trop de paperasserie à faire pour modifier un mandat. On va laisser l'enfant en contact avec le parent qui est souvent négligent, qui ne stimule pas l'enfant, C'est ça notre système. L'enfant n'est pas pris en compte. L'enfant devient un numéro. Donc, ce qu'on demande aux parents, que l'enfant soit le centre de leurs préoccupations, la DPJ ne le fait pas. C'est ça que j'entends? Non, on demande à des parents de faire plus que n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne exemplaire. On demande aux parents qu'ils deviennent la perfection dans un délai de 3 mois. Sinon, on va retourner devant le juge, on va demander une diminution des contacts, on va demander un placement. C'est effrayant. Souvent, on entend que c'est des parents, ils font pas ce que la DPJ demande, donc c'est pour ça que la DPJ reste. Est-ce que tu as été témoin de parents qui ont fait exactement tout ce que la DPJ a demandé et qui ont encore la DPJ? Oui. Dans certains cas, la DPJ va proposer aux parents d'aller suivre des formations, des cours, et que ça va être reconnu. Mais si le parent décide de l'organisme où il va aller suivre ces formations-là, si c'est un organisme qui dit, ben moi, je ne rendrai des comptes qu'au magistrat et non à la DPJ, ça ne sera pas reconnu. L'intervenante ne reconnaîtra pas le fait que le parent a suivi tel ou tel cours, formation pour s'améliorer. Ne reconnaîtra pas les compétences du parent. On ôte des enfants à des familles, mais leurs capacités parentales sont correctes, sont adéquates. On leur reproche un choix de vie qui ne concorde pas avec leurs demandes. Mais au moment où l'enfant et le parent sont en contact, on peut voir une belle relation, une belle chimie, mais ce parent-là, on ne l'aidera jamais à augmenter son temps de contact avec son enfant. On va aller même jusqu'à l'interdire parce que le parent ne s'est pas plié aux demandes de l'intervenante. Puis, si le parent passe 10 intervenantes avec 10 demandes différentes, parce que ça existe, du changement de dossier à DPJ, le parent ne sait même plus quel est l'objectif à atteindre pour pouvoir satisfaire l'intervenant de la DPJ. Les parents ne reçoivent pas de plan d'intervention. 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 Les parents ne re
lorsqu'on enlève l'enfant, ne reçoivent pas le document avec les points à travailler, à améliorer pour satisfaire la DPJ. Quand l'intervenant rencontre le parent, ça va être fait de façon verbale. Quand c'est fait, le parent est souvent en état émotionnel assez élevé. C'est pas vrai qu'il peut tout remarquer ce que l'intervenant a dit. Puis même à nous, les intervenants, une journée c'est blanc, la journée d'après c'est noir. Rares sont les intervenants qui vont admettre avoir fait une erreur, qui vont vouloir revenir sur des choses qui ont été appliquées en disant non, finalement, on n'a pas pris la bonne décision dans l'intérêt de l'enfant. Honnêtement, depuis mes années de service, qui sont maintenant nombreuses, j'ai vécu une seule fois une intervenante qui m'a dit « Hey, je pense que je me suis trompée face à ce parent-là. » Tu sais, c'est peut-être nous qui avons fait une erreur quand nous avons décidé de placer cet enfant-là dans telle famille d'accueil. Depuis qu'on l'a changé de place, on voit l'évolution de l'enfant. C'est plus à cause du parent que l'enfant évoluait pas, là. Mais c'est arrivé une fois dans plusieurs milliers de jours de travail où une intervenante était assez honnête pour le verbaliser. Mais la vie de cet enfant-là, maintenant, sera d'être en famille d'accueil pour le reste de sa vie parce que le jugement de la Cour avait été prononcé avant que l'intervenante s'aperçoive que son idée première n'était peut-être pas la bonne. Effectivement, on voit ça souvent. Si un parent décide par lui-même de faire une thérapie, un cours, peu importe, pour améliorer ses compétences parentales, est-ce que tu as déjà été témoin que l'intervenante a fermé le programme de la personne en appelant directement là-bas? Moi, j'en ai pas été personnellement témoin, mais j'ai des parents qui me disent j'ai contacté tel organisme pour faire une prise en charge et cet organisme-là ne veut pas fournir au DPJ le rapport de ce que j'ai des faits parce que cet organisme-là, aux yeux de la DPJ, n'est pas reconnu. Ce que le parent va faire pour s'améliorer, ça ne paraîtra jamais dans le dossier que le parent est allé à tel ou tel organisme. Il faudrait que ce soit un organisme qui marche de pair avec la DPJ pour que la DPJ ait un contrôle sur les documents qui vont être en circulation. J'ai des parents qui ont été accusés d'avoir des troubles de santé mentale, qui ont fourni des rapports médicaux où il n'était pas question d'avoir de problème, puis qui étaient quand même étiquetés d'avoir des troubles. C'est méchant, c'est dévalorisant pour un parent. Tu sais, le parent qui, avec une personne qui devrait lui être un aidant, se fait dire, regarde, on ne mettra pas de temps avec toi parce qu'on sait que jamais que tu seras capable de te reprendre en main. Tu vas toujours être dans ton cercle de déviance ou dans ton milieu de vie. Tu feras jamais abstraction de ton passé. J'ai des parents qui sont ça depuis 4, 5, 6 ans. Puis que c'est même pas reconnu. Dans leur mandat, c'est encore écrit que le parent doit être sobre. Le parent va passer des tests pour prouver sa sobriété. Si le test est négatif, si le parent n'a pas consommé, ces tests-là ne figureront jamais quand il va passer à la cour. Si, par exemple, une fois le parent s'est échappé, on lui remet sur le nez sa consommation depuis X années. On demande à des parents de gérer des situations où les enfants se sont
fait enlever à eux en n'ayant pas le droit de vivre leurs émotions, en n'ayant pas le droit de pleurer devant leurs enfants parce qu'ils s'ennuient. Puis si le parent ne réagit pas, ben il se fait traiter de sans cœur. C'est du n'importe quoi. Par rapport aux formations à l'intérieur, est-ce que vous en avez des formations pour les intervenants pour reconnaître la consommation, pour reconnaître les troubles mentaux? Est-ce que vous avez des formations spécifiques comme ça? Les intervenants dans leur formation, normalement, ces cours-là sont inclus. Pour ce qui en est des superviseurs de contact, le seul critère d'embauche, c'est d'avoir un secondaire 5. Peu importe la qualification que tu peux avoir, quand tu es engagé comme superviseur de contact, aucune de tes qualifications ne va être retenue. On te paye pour écrire ce que tu vois, ce que tu entends. Point. Okay. Donc, ils ont leur formation avant d'être engagés, mais ils n'en ont pas d'autres ensuite. C'est à la discrétion des intervenants ou non de continuer à s'améliorer. Comme un mécanicien va vouloir s'améliorer dans sa formation, mais il n'y a rien qui est obligatoire. On engage la personne avec ce qu'elle a comme bagage au moment de l'engagement. C'est à sa discrétion de dire on continue. Tu sais, on a des techniciennes dans l'éducation spécialisée qui vont être intervenantes au même titre qu'on va avoir une criminologue ou au même titre qu'on va avoir... Donc, les formations sont toutes différentes. Oui. Le type d'emploi est vague. Puis, on met ce qu'on a sous la main, sous le poste qu'on a besoin de combler. C'est plate, mais c'est ça. On espère que les gens vont être de bonne foi. Souvent, on arrive avec des personnes qui ont justement des jugements de valeur qui ne devraient pas. Souvent, on entend des commentaires face aux parents que normalement, ça ne devrait pas sortir de la bouche d'un intervenant, ce commentaire-là. Est-ce qu'ils font une vérification des antécédents judiciaires? Oui. Okay. Oui. Est-ce qu'ils le refont, est-ce que c'est à l'entrée ou c'est à tous les ans? C'est fait à l'embauche. Et on n'a jamais de nouvelles demandes à signer après. On voit des intervenantes s'afficher sur des réseaux sociaux où à peu près tout le monde peut avoir accès. Puis on demande aux parents de ne pas être sur ces fameux réseaux-là. Effectivement. Moi, j'ai une question aussi par rapport aux interrogations des enfants. Quand ils veulent parler à un enfant, est-ce que l'enfant est accompagné par un adulte autre que l'intervenante? L'enfant va être souvent accompagné par sa famille d'accueil. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est des enfants qui sont en conflit de loyauté. Ne veulent pas perdre le milieu d'accueil s'il est positif pour lui. Parce qu'ils ont peur de partir. Ce sont des enfants qui ont été retirés violemment, souvent de leurs parents. Là. Fait que, souvent, les enfants vont verbaliser plus à des superviseurs de contact qui vont voir fréquemment qu'à l'intervenante. Tout comme on demande à des intervenantes d'aller valider des faits qui se sont produits, qu'on a été témoins, puis que ça se fasse pas. Des enfants qui nous disent hey, moi, là, l'intervenante, je me rappelle plus la dernière fois que je l'ai vue. Tu sais, je sais même plus c'est qui est dans mon dossier. Des intervenants qui vont prendre le rapport de l'enfant 2-3 jours avant de passer au tribunal, puis qui vont aller demander une décision alors qu'ils n'ont jamais vu l'enfant, qu'ils n'ont jamais vu le parent, qu'ils n'ont jamais assisté à un contact entre le parent et son enfant. On va nous reprocher
des choses qu'on a écrites, alors que c'est la réalité qu'on écrit, mais qu'eux n'ont pas été faire leur propre job d'aller vérifier si nos faits, ce qu'on écrit, c'est réel. C'est la raison pour laquelle un intervenant devrait faire un contact sur 4. C'est justement pour s'assurer de la réalité de ce qu'on écrit, pour valider nos faits. C'est pas vrai là, qu'il y en a un sur 4 qui se fait. Là. Moi, je peux compter sur les doigts d'une main. Là. Les intervenantes que je vois venir sur place lorsque je suis en présence des parents et des enfants qui vont faire du modeling avec les parents. Ça se fait pas. On le voit pas. Puis quand nous, on veut s'impliquer avec le parent, on se fait faire des reproches parce que c'est pas notre tâche à nous. Nous, la seule chose qu'on est autorisé à dire aux parents, c'est « appelle ton intervenante ». Les parents nous verbalisent qu'ils veulent faire des plaintes. On n'est même plus autorisé à leur offrir le dépliant de formulaire des plaintes. Les dépliants étaient à la portée des parents dans la salle d'attente d'un centre jeunesse. Les dépliants ont été retirés. Ce parent-là ne sait pas vers qui se tourner pour avoir de l'aide. C'est pas normal. Tout comme les intervenants comme moi qui ont des choses à dire. Il n'y a personne dans notre milieu de travail qui va dire « Regarde, moi, je suis là pour t'aider ». Même si on est des employés syndiqués, le risque de représailles est toujours présent si on verbalise des faits. Est-ce que pendant ces interrogations d'enfants-là, est-ce que c'est vrai qu'ils ont une caméra? Les intervenants? Qu'il y a une caméra pour filmer l'interrogation de l'enfant. Dans la salle d'interrogatoire, qui est utilisée par les policiers, oui, il y a un système de caméra. Est-ce qu'il est utilisé ou non? Là, je peux pas vous dire, mais le système est installé. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les parents qui doutent avoir eu des modifications suite au rapport des contacts, il y a des parents qui vont nous dire, ben maintenant, j'enregistre la rencontre parce que la dernière fois, on m'a accusé de choses qui étaient fausses. Nous, quand on agit comme superviseur de contact, on n'a pas à dire ou non si on est d'accord avec ça. Moi, personnellement, j'ai rien à cacher, alors je laisse la liberté aux parents de garder une preuve du contact qu'il y a eu avec son enfant, parce que oui, malheureusement, certains faits sont tournés au désavantage du parent. Par rapport à ça, les parents qui filment ou qui enregistrent est-ce que comment ça se passe en dedans? Est-ce que les intervenants sont fâchés de ça? Est-ce qu'ils veulent l'interdire? Est-ce que... Ben, c'est sûr que c'est pas tous les intervenants qui sont pour ça, parce que justement, dans les dossiers où les prises de décision ont été prises avant même que le dossier soit confié au juge, il y a des faits qui peuvent être mis en valeur, alors que c'est pas dans l'intérêt de l'intervenant. Nous, c'est déjà arrivé qu'on soit averti de faire attention parce que il y a des caméras dans le milieu ou ouais. Est-ce que les parents sont avertis de leurs droits? Est-ce que ça t'arrive souvent d'entendre les parents qui ne savaient pas qu'il y avait le droit de ça? Oui, oui. Souvent, le parent va mentionner, ben, quand j'arrive à la cour, c'est moi contre tous les avocats et la juge. On sort des documents que je n'ai jamais pris connaissance. Ces parents-là ne savent pas qu'ils ont accès au rapport les concernant, au rapport avec les intervenants, qui eux sont souvent biffés, et qu'ils ont accès aussi au rapport de supervision de contact. De plus en plus fréquent que les parents nous demandent aussi de venir témoigner de ce qu'on a
qu'on a vécu pendant un contact parce qu'ils sont accusés de faits qui ne sont pas de leur ressort. C'est moi, j'ai été témoignée pour un parent à un moment donné. On disait aux parents que les contacts étaient néfastes à son enfant, que l'enfant avait beaucoup de répercussions, faisait de l'insomnie, développait de l'urticaire. Ces faits-là ne sont corroborés que par la famille d'accueil, qui est, soi-disant en passant, une banque mixte, qui veut adopter cet enfant-là. Alors, on voit rarement le positif sortir de cette rencontre-là, de cette post-rencontre-là. Ils ne nous diront pas que l'enfant arrive chez eux souriant. Tu sais, on a des... Tu sais, nous, on vit des déchirements suite à une fin de contact. Puis le parent va se faire dire, ben, on diminue les contacts parce que ton enfant pleure à son retour à la famille d'accueil. Oui, mais l'enfant s'est mis à pleurer quand son parent lui a dit au revoir. Tu sais, c'est parfois déchirant. Quand tu as 2 enfants de 3-4 ans en arrière qui font la crise pendant le transport puis qu'ils appellent papa, maman, c'est pas parce qu'ils voulaient pas les voir, là. Tu sais, mais c'est ce qui va être reproché aux parents, de pas avoir été capable de rassurer son enfant. L'enfant, même si le parent dit ça va bien aller, l'enfant, lui, il a besoin de papa puis de maman. Tu sais. Puis ça, on n'est pas en mesure de les rassurer. On doit trouver le moyen de faire comprendre que c'est dans leur intérêt de se taire. Puis que même s'ils veulent pas, ben on le ramène dans un milieu de vie qui est pas son milieu de vie naturel. Est-ce que dans les rapports, il y a des phrases qui sont déjà prémontées? Est-ce que vous avez des rapports avec des phrases prémontées? Ce que je veux dire par là, c'est exemple, dans plusieurs dossiers, on voit l'enfant réagir à son retour. Là, c'est souvent ne bois pas, ne dors pas, pleure constamment, fait des crises, mais on dirait que c'est dans tous les rapports qui reviennent pareil. Oui, mais c'est de mettre le moins de détails possible dans le rapport. Tu sais, moi, je vais écrire l'enfant pleure de 9h05 à 9h20. On ne me demande pas pourquoi l'enfant pleure. Est-ce que c'est parce qu'il a faim? Est-ce parce qu'il est malade? On demande le fait. L'enfant a pleuré de telle heure à telle heure. Point. On ne veut pas savoir si le parent... qu'est-ce que le parent a diagnostiqué ou a fait comme démarche? L'enfant pleure. Si après tant de temps, le parent n'a pas réussi à faire cesser les pleurs chez l'enfant, on fait une interruption de contact. Mais peut-être que cet enfant-là était réveillé au début de sa sieste pour aller voir un parent. Il y a peut-être juste besoin d'avoir une routine adéquate que la DPJ vient briser. Parce qu'eux autres, ça fait leurs affaires que le moment du contact soit pas le meilleur moment pour l'enfant. On a des parents qui sont en conflit de séparation où les parents ne coopèrent pas. Moi, j'ai des parents qui ne mentionnent pas à l'autre parent à quelle heure l'enfant a bu, à quelle heure l'enfant est dû pour boire. On lui remet une coquille, puis on lui demande de gérer. On nous dit que l'enfant a mangé à 8 heures, alors que c'est pas le cas. Quand on offre un biberon à l'enfant va le boire. Puis là, on accuse le parent de vouloir faire cesser les pleurs de l'enfant avec un biberon à chaque fois. Tu sais, c'est plein de tournures de phrases, de jeux de mots qui sont défavorables aux parents. Alors qu'en réalité, si on modifiait lors du contact, si on s'assurait que l'enfant a reçu tous les soins de base avant, ou qu'on mentionne aux parents tout simplement, à l'arrivée, l'enfant va être dû d'avoir un biberon, on sauverait des pleurs
on assurerait que le besoin de l'enfant soit priorisé. Mais c'est pas la réalité. Encore là. Est-ce que tu as déjà été témoin qu'une intervenante a mis fin à un contact ou n'a pas donné un contact par vengeance contre les parents qui lui avaient dit quelque chose qui l'avait blessé? Ben, on assiste souvent à des modifications d'horaire. On entend souvent les parents dire qu'ils n'ont pas reçu le calendrier des contacts, qu'ils n'ont pas reçu l'appel, qu'ils n'ont pas été avisés que le contact était annulé pour X raisons. Oui, souvent, il y a des faits qui laissent croire qu'il pourrait s'agir d'une vengeance. OK. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Parfait. Je te remercie beaucoup, Caroline. C'est très apprécié. Madame X, merci énormément d'avoir répondu aux questions de Caroline.